En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, il y a 450 kg d'uranium enrichi qui se trouve à l'intérieur de l'Iran. Pas du matériel faiblement enrichi. Pas du combustible de recherche, de l'uranium enrichi à 60% de pureté. Et le seuil de qualité militaire commence à 90%. L'écart entre la position actuelle de l'Iran et un dispositif nucléaire fonctionnel ne se mesure pas en années, il ne se mesure pas en mois. Il se mesure en semaines, et le seul accord qui aurait pu retirer chaque gramme de ce matériel du territoire iranien vient d'être éliminé discrètement, presque invisiblement. Pas de gros titres, pas de conférences de presse, pas d'explications, seulement une porte qui se referme sur ce qui aurait pu être été la dernière sortie propre de la confrontation nucléaire la plus dangereuse depuis la guerre froide. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer n'est pas une histoire d'uranium, c'est une histoire de choix. Un choix fait dans une pièce silencieuse, sans caméra, sans reddition de compte et sans le débat public qu'il méritait. Et ce choix est en train de remodeler tout l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, en ce moment même, en temps réel, que Washington veuille le reconnaître ou non. Pour comprendre pourquoi ce moment porte autant de poids, il faut comprendre ce que 450 kg d'uranium enrichi à 60% signifie réellement en pratique. Les programmes nucléaires civils fonctionnent avec des niveaux d'enrichissement entre 3% et 5%. La production d'isotopes médicaux exige environ 20%. Il n'existe aucune justification civile crédible pour de l'uranium enrichi à 60%. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, l'a dit, les agences de renseignement occidentales l'ont dit, même les pays qui veulent maintenir des relations diplomatiques avec l'Iran le reconnaissent en privé. 60%, c'est un seuil franchi pour une seule raison. Et toutes les personnes impliquées dans cette conversation savent exactement quelle est cette raison. Et l'Iran ne possède pas une petite quantité expérimentale. 450 kg, c'est une réserve stratégique, c'est une police d'assurance calculée, c'est l'incarnation physique du levier que Téhéran a passé des années et d'énormes ressources à construire. Quand les États-Unis disent que leur exigence centrale est le retrait de ce matériel, ils désignent la manifestation la plus concrète, la plus mesurable de la menace nucléaire. On peut débattre des intentions, on peut débattre des échéanciers, mais on ne peut pas débattre de 450 kg d'uranium enrichi à 60%. Il quitte l'Iran ou il ne le quitte pas. Et en ce moment, il ne l'a pas quitté. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste de cette histoire. Chaque négociation de cessez-le-feu, chaque conversation en coulisses, chaque déclaration diplomatique soigneusement calibrée finit par revenir à la même réalité physique située dans des installations à l'intérieur de l'Iran. Retirez-la et toute l'architecture de pression, de sanctions et de tensions régionales change radicalement. Laissez-la là. Et aucun des autres accords ne signifie grand-chose parce que la capacité sous-jacente demeure intacte et continue de croître. Donald Trump lui-même l'a formulé ainsi. La question de l'uranium représente 99% de l'accord. Il avait raison. Donc, comprendre qui offre réellement de régler ce 99% et pourquoi Washington a dit non, c'est toute l'histoire. La Russie a mis de l'avant une proposition qui, sur le papier, règle chacune des préoccupations sur la table. L'offre de Moscou était directe, donnez-nous l'uranium, nous le retirons physiquement du territoire iranien, nous le transportons en Russie, nous l'entreposons sous supervision internationale, nous le transformons en combustible nucléaire civil sous surveillance continue de l'AIEA, l'Iran conserve son infrastructure nucléaire. Le matériel dangereux disparaît de l'équation, la communauté internationale vérifie chaque étape. Pas de frappe militaire, pas de guerre régionale, pas d'escalade catastrophique à travers l'un des corridors les plus sensibles stratégiquement de la planète. Une sortie de crise propre, structurée, soutenue par des institutions qui retirent le seul obstacle entre ce conflit et une véritable résolution. Washington a dit non. Maintenant, l'inquiétude qui motive ce rejet n'est pas irrationnelle et je vais la présenter honnêtement parce qu'elle mérite un examen sérieux. Rosatom,
la société nucléaire d'État russe contrôle déjà une part dominante de la capacité mondiale d'enrichissement de l'uranium. Plusieurs pays en Europe et en Asie dépendent des services nucléaires russes pour leurs infrastructures énergétiques. Si Moscou absorbe l'uranium enrichi de l'Iran, le traite, puis le réintroduit sur les marchés mondiaux, cela consolide encore davantage le levier russe sur l'ensemble du système énergétique international. Pour une administration qui a passé des années à essayer de réduire la dépendance mondiale aux services nucléaires russes, donner à Moscou ce genre d'avantage structurel ressemble à une défaite qui dépasse largement le dossier iranien. Cette logique est cohérente. Elle repose sur une vraie compétition stratégique. Mais c'est ici que le calcul s'effondre complètement. L'objection de Washington à ce que la Russie agisse comme gardienne n'a du sens que s'il existe une alternative, et quand on cartographie le paysage réel des options, cette alternative n'existe pas dans un sens pratique. L'Iran ne remettra pas directement son uranium enrichi aux États-Unis, c'est pas une opinion politique. C'est une réalité stratégique enracinée dans des décennies de relations hostiles, dans le souvenir des sanctions américaines unilatérales et dans l'asymétrie fondamentale du pouvoir. Une asymétrie qui fait que le contrôle direct américain ressemble, du point de vue de Téhéran, à la remise de son actif stratégique le plus précieux à son adversaire le plus puissant. L'Iran est tout aussi peu susceptible d'accepter des arrangements impliquant les alliés européens les plus proches de l'Amérique. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont tous suivi l'exemple de Washington en réimposant des sanctions. Téhéran ne leur fait pas confiance avec un matériel aussi sensible. Et cette méfiance n'est pas irrationnelle compte tenu de l'histoire récente. Détruire l'uranium à l'intérieur de l'Iran exigerait un niveau de coopération technique et de confiance mutuelle entre les équipes américaines et iraniennes qui n'existe tout simplement pas et qui ne peut pas être construit rapidement. Donc, la carte honnête des options disponibles ressemble à ceci. La Russie peut le faire, l'a déjà fait et offre de le refaire. Tous les autres n'ont soit pas la relation établie avec Téhéran, soit pas l'infrastructure technique, soit pas la volonté politique, soit une combinaison des trois. En rejetant la Russie, Washington ne choisit pas une meilleure option. Washington ne choisit aucune option. Et ce choix devient plus coûteux à chaque semaine qui passe. Voici la partie qui retire toute ambiguïté restante sur la crédibilité de la proposition russe. C'est pas une idée nouvelle, c'est pas un concept non testé, c'est déjà arrivé. Dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, l'Iran a expédié environ 97% de tout son stock d'uranium enrichi. La destination était la Russie. Rosatom l'a reçu. L'AIEA l'a surveillé. Et pendant 3 années consécutives, le système a fonctionné exactement comme prévu. Aucune violation, aucun détournement de matériel, aucune rupture de surveillance. 3 années de conformité vérifiée, documentée et confirmée internationalement. L'arrangement a fonctionné parfaitement jusqu'à ce que les États-Unis se retirent de l'accord en 2018, réimposent des sanctions et démantèlent tout le cadre dans le processus. Donc, lorsque Peskov, du côté russe, se présente aujourd'hui et affirme que Moscou est le seul pays ayant une expérience positive et documentée dans la gestion de l'uranium enrichi iranien, il ne fait pas de la posture diplomatique. Il cite un dossier historique vérifiable, appuyé par 3 années de documentation de l'AIEA. L'infrastructure utilisée par Rosatom en 2015 existe toujours, le personnel technique est toujours là, les cadres juridiques sont toujours en place, la relation de travail avec l'AIEA est toujours intacte. Des responsables liés à Rosatom ont confirmé publiquement que le transfert est techniquement réalisable, même dans les conditions actuelles. Ce n'est pas une nouvelle expérience. C'est un système éprouvé qui demande à être remis en marche. Maintenant, regardez ce que fait l'Iran en réponse au rejet de Washington, parce que c'est ici que le portrait stratégique devient impossible à mal lire. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi ne publie pas une protestation officielle. Il monte dans un avion et se rend directement à Saint-Pétersbourg pour s'asseoir face à face avec Vladimir Poutine. Les ministres des Affaires étrangères ne prennent pas l'avion pour rencontrer des chefs d'État lors de simples suivis de routine.
C'est un signal délibéré, visible et public envoyé à un moment de tension diplomatique maximale. Le message est clair, sans être énoncé à voix haute. Si l'Amérique n'accepte pas la Russie comme partie de la solution, Téhéran engagera directement la Russie et s'assurera absolument que le monde entier comprenne à quoi ressemble cet engagement. Et avant même que Arakchi atterrisse en Russie, il appelle Wang Yi, le plus haut diplomate chinois. Cette conversation a lieu en premier, avant toute consultation régionale, avant toute déclaration publique. La Chine est le premier appel. Et 3 jours avant la visite à Saint-Pétersbourg, la Chine et la Russie avaient tenu des discussions conjointes avec l'AIEA, précisément centrées sur le programme nucléaire iranien. C'était le 24 avril. 3 jours plus tard, le ministre iranien des Affaires étrangères est assis avec Poutine. Cette séquence n'est pas une coïncidence. Elle pointe directement vers une coordination préalable, un alignement délibéré et une préparation minutieuse avant l'action publique visible. La Chine n'a rien dit publiquement sur tout cela. Aucune déclaration sur la visite à Saint-Pétersbourg, aucune réaction à la proposition de garde de l'uranium, silence complet, mais ce silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Pékin a déjà sécurisé des ententes énergétiques à long terme avec l'Iran, qui donne à Téhéran une marge de manœuvre économique, peu importe ce que font les sanctions occidentales. La Chine soutient la résilience économique iranienne dans la durée, retire l'urgence de la prise de décision de Téhéran et participe aux cadres institutionnels internationaux tout en soutenant simultanément les intérêts iraniens par des canaux bilatéraux. La Chine n'a pas besoin de gros titres pour façonner les résultats, elle a besoin de patience et de levier économique, et elle possède les deux en abondance. Le résultat, c'est une architecture de pression qui s'accumule constamment sur Washington depuis plusieurs directions à la fois, dont aucune n'exige une confrontation publique pour être efficace. Puis il y a le détroit d'Ormuz, et cette dimension change le calcul des coûts pour tous ceux qui regardent. Environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par cette voie navigable étroite. Chaque grande économie est exposée à ce qui s'y passe. Chaque allié américain dépendant de l'énergie du Golfe a un intérêt direct dans ce dossier. La capacité de l'Iran à compliquer le passage par le détroit d'Ormuz n'est pas théorique. C'est une capacité opérationnelle concrète avec des précédents documentés. Lorsque l'Iran engage visiblement la Russie alors que la question de l'uranium demeure non résolue, il n'envoie pas seulement un signal diplomatique. Il rappelle à chaque gouvernement qui observe que la hausse des prix du pétrole, l'incertitude du transport maritime et les perturbations des chaînes d'approvisionnement sont le coût de l'hésitation américaine. Et ces conséquences ne retombent pas seulement sur Washington, mais aussi sur Tokyo, Séoul, Berlin, Paris et chaque capitale qui dépend de flux énergétiques stables à travers le Golfe. Et puis l'Iran a fait un deuxième geste dans la même semaine, ce qui est la partie de cette histoire que la plupart de la couverture médiatique a presque entièrement ignorée. Par l'intermédiaire d'intermédiaires pakistanais, une proposition distincte est arrivée à Washington. Rouvrir le détroit d'Ormuz maintenant, stabiliser immédiatement les marchés mondiaux de l'énergie, donner aux États-Unis et à leurs alliés une victoire concrète et visible à court terme, puis traiter la question nucléaire sur une voie diplomatique séparée lorsque les conditions des deux côtés seront plus favorables. 2 propositions en une semaine, l'une traite de la pression économique et stratégique immédiate, l'autre traite de l'enjeu structurel central par le mécanisme russe. L'Iran maintient 2 portes séparées ouvertes en même temps, démontrant un niveau de flexibilité diplomatique qui contredit le récit d'un adversaire isolé, acculé, sans nulle part où aller. Washington n'acceptait aucune des 2 offres, a annulé les discussions, s'est retiré et a donné des instructions pour un appel téléphonique. Alors voici le portrait complet de la situation réelle. La Russie détient la solution structurelle à Saint-Pétersbourg, éprouvée, opérationnelle, historiquement vérifiée et en attente. Le Pakistan transporte une proposition séparée avec un allègement économique immédiat à la clé. La Chine soutient discrètement la résilience économique iranienne, retirant l'urgence, qui forcerait autrement Téhéran à céder sous pression. Et l'Iran démontre une volonté par 2 canaux simultanés, pendant que les États-Unis attendent qu'une réponse différente apparaisse. Une réponse qui n'existe pas, qui ne montre aucun signe d'émerger et qui devient moins probable à chaque semaine où la posture actuelle continue. Si
Washington rejette ce mécanisme une deuxième fois, le bilan diplomatique commence à raconter une histoire très précise. L'Iran a démontré une volonté. La Russie a fourni une voie éprouvée, soutenue par des institutions. Le Pakistan a offert un pont de désescalade. Et les États-Unis ont refusé 2 fois. Cette histoire ne reste pas confinée au dossier iranien. Elle façonne la manière dont les gouvernements du monde en développement évaluent la fiabilité américaine comme partenaire de négociation. Elle influence la manière dont les futures crises de prolifération seront gérées, parce que d'autres gouvernements regarderont et tireront des conclusions. Elle encadre chaque négociation subséquente dans cette région pendant des années, d'une manière qui sera extraordinairement difficile à renverser. Le mécanisme pour résoudre cette crise ne manque pas. Il n'a jamais manqué. Il n'était pas difficile à trouver. Il se trouve à Saint-Pétersbourg en ce moment même, pleinement opérationnel, appuyé par 3 années de précédents historiques vérifiés, soutenu par le seul pays qui a effectivement démontré la capacité de l'exécuter. Et attend qu'un seul mot change. L'uranium peut quitter l'Iran. L'infrastructure existe. Le cadre juridique existe. La structure de surveillance de l'AIEA existe. Les relations de travail entre toutes les parties techniques pertinentes existent. La seule chose qui sépare ce moment d'une véritable résolution, c'est une décision qui a déjà été prise une fois. Et le monde entier regarde maintenant pour voir si elle sera prise de nouveau. Trump a dit que la question de l'uranium représente 4,99% de l'accord. Il avait raison. Et en ce moment, ce 4,99% a une solution sur la table. Une solution éprouvée, prête et rejetée. Ce seul mot « rejeté » est toute l'histoire de l'endroit où se trouve cette crise, de la direction qu'elle prend et de ce qu'elle coûtera à tous ceux qui devront vivre avec les conséquences d'un choix fait discrètement, sans caméra et sans le débat qu'il méritait. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.